Voilà, et je vais donc présenter, heu, l'objectif de cette session. Donc moi, je m'appelle Marie-Claire et je suis en fait, coordinatrice éducative au sein de l'ONG Plan International Belgique, et donc l'ONG fait partie d'un partenariat qui s'appelle School for Rights, École des droits de l'enfant, avec, d'autres organisations qui sont KIO, Diapo, UNICEF, Éco-communication et Via Don Bosco. Et ce partenariat, pour fêter l'anniversaire des droits de l'enfant qui aura lieu de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui se tiendra samedi, c'est le 20 novembre, a décidé de faire justement une semaine un petit peu plus conséquente pour informer les enseignants sur, justement ce qu'est l'éducation aux droits de l'enfant, comment est-ce qu'elle peut être appliquée à différents publics, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, le climat scolaire soit positif et participatif. Et donc dans ce cadre-là, il y a vraiment différentes sessions, ateliers, conférences qui ont été, sont et seront proposées. Il y en a encore une ce soir, par exemple, pour, qui sera plus destinée, aux enfants porteurs de handicap, donc qui sera donnée par Éco-communication, qui est super intéressante aussi. Mais donc voilà, c'était un peu le cadre de cette semaine, c'était de voir, comment est-ce qu'on pourrait, fournir des outils aux enseignants ou aux écoles pour que ça puisse se mettre un petit peu plus en pratique. Et donc Bruno a accepté très gentiment, de soutenir, et de donner son appui à notre démarche, ce qui est vraiment super. Et j'imagine que je ne dois plus le présenter, mais en très gros, Bruno est donc docteur en psychopédagogie, en pédagogie familiale et scolaire. Il a fait énormément enfin, il a produit énormément de livres, participé à énormément d'émissions, justement pour travailler sur la thématique de la résilience, pour travailler sur les conflits. Et justement, j'avais pu, participer à une session, qu'il avait animée, par rapport justement à la protection des enfants en temps que Covid dans les écoles, et je trouvais ça extrêmement riche, et donc j'avais tenté ma chance et Bruno a accepté, d'animer cette session. Donc merci Bruno d'être présent. Je te laisse maintenant la parole. Merci en tout cas. Vraiment avec plaisir, d'autant que c'est un sujet vraiment important, terriblement important actuellement, hein, encore plus, parce qu'on sait que les écoles vont être soumises à un ensemble de règles de fonctionnement, un ensemble de lois même, hein, qui vont cadrer ces règles. C'est une obligation de respecter les règles. C'est ça que ça veut les lois, protéger nos valeurs. Donc c'est important qu'il y ait des lois, c'est important qu'il y ait des règles, mais c'est important aussi qu'à l'intérieur de ces règles, et il n'appartient pas aux élèves, il n'appartient pas à l'école à contester des règles sanitaires, mais il appartient à l'école à les rendre vivables pour ceux sur lesquels ils vont s'appliquer. Pour ça, il va falloir concerter, selon moi, les personnes. C'est ça, apprendre la démocratie. L'école a longtemps enseigné la démocratie, hein, depuis ses bases, je vais dire, en termes d'obligations scolaires, en termes de démocratisation de l'école. Bah, on s'est contenté très souvent d'enseigner les grands principes et la valeur et les valeurs qui sous-tendent la démocratie, mais très très peu de l'appliquer. La prise de parole de l'élève, c'est quelque chose qui est venu très tard. Elle aurait été codifiée très très vite, hein, lever son doigt individuellement, non pas pour poser des questions dans un premier temps, mais pour solliciter la possibilité de répondre. C'était uniquement pour ça que l'élève était amené à rompre le silence, hein. L'école vient quand même à la base d'une forme de discipline au sens plein du terme, qui est une discipline monastique, le silence, avec quelqu'un qui parle, qui prêche pour essayer de convertir. Ça, c'est le modèle dont on vient tous quand on rentre à l'école. C'est un modèle qui a la vie dure, hein. L'école laïque l'a repris aussi, non pas pour convertir en chrétien, catholique ou protestant, mais pour convertir en parfait citoyen. Mais un parfait citoyen, on a longtemps eu l'impression que c'était quelqu'un qui se taisait, qui ne disait rien, et qui était amené uniquement à rompre ce silence pour solliciter la possibilité de répondre, puis progressivement pour solliciter la possibilité de questionner. Mais c'est un long, long processus qui, après, sous le coup des pédagogies actives, hein, qui sont venues un petit peu bousculer les pédagogies traditionnelles, ont commencé à émerger tout doucement. On a vu apparaître ce qu'on appelle des conseils de coopération, les pédagogies actives, les pédagogies institutionnelles, des endroits très, très intéressants, mais dans lesquels on mélangeait un petit peu tout. C'est-à-dire, en gros, on réglait les conflits, on gérait les expressions des émotions, tout ce qui était émotionnel. On faisait en sorte aussi que la démocratie, et c'est un très joli mot, c'est pour ça que j'ai répondu aussi vite à votre réponse, parce que le mot démocratie, c'est un mot magnifique, mais qui est très mal compris. Démocratie, ça ne veut pas dire le pouvoir au peuple, sinon ce serait démogarchie. C'est archi le pouvoir, comme oligarchie, comme anarchie. Cratie, c'est la puissance, le pouvoir,
mais en termes de puissance qui est donnée à la parole du peuple. Et donc, le principe même d'une démocratie, c'est un espace politique dans lequel la voix de chacun peut porter. Pas la voix de tous et pas la voix du plus grand nombre. Quand on a vu émerger les conseils de coopération, on a aussi tout aussi tôt mis en place une autre forme de pédagogie qui est la pédagogie institutionnelle, qui disait mais les élèves vont eux-mêmes autogérer l'école. Ça, c'était la démocratie, style démogarchie, pouvoir aux élèves, avec énormément de garde-fous qui se sont mis en place. Du coup, tout ça ayant été un peu mélangé, ça a perdu un peu de sa force. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se dire maintenant, ben, il faut pouvoir avoir des espaces différents dans lesquels je vais dire des émotions. Je vais parler de ce que j'éprouve, ce qu'on appelle nous des espaces de parole régulés, et qui sont d'ailleurs ce pourquoi j'étais beaucoup sollicité en fin d'année passée, mais avec des résultats qui n'étaient pas très productifs. Ce qu'on a constaté chez les adolescents, chez les enfants, mais encore plus chez les adolescents, c'est une forme d'engourdissement affectif qui fait que les émotions eh bien, n'étaient pas ce qui devait être sollicité en priorité. Par contre, quand on a ouvert d'autres espaces de parole, qui sont les espaces dans lesquels on ne va pas aller chercher vos émotions, parce qu'une émotion par nature, ça se dit, ça ne se contredit pas. Si vous me dites que vous êtes triste, je ne vais jamais m'autoriser à vous dire que vous n'avez pas à être triste ou que vous n'avez pas à être aussi triste que ça, parce que votre émotion vous appartient et qu'on ne va pas dans un groupe, c'est le principe d'un espace de parole régulé, on protège l'émotion pour qu'elle suscite une réaction à l'intérieur du groupe à partir d'un ensemble de techniques qu'on met en place et qui vont protéger l'émotion, qui vont protéger l'expression de cette émotion. Vous ne serez pas interrompu quand vous expliquerez les raisons de votre tristesse et vous allez de cette manière-là produire une contagion émotionnelle. Quand je vais demander au groupe qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à la personne qui est en difficulté, je vais voir très très vite émerger des propositions à la seule condition qu'en tant qu'animateur du groupe, donc en tant qu'adulte par exemple, je m'abstienne, moi, de faire des propositions. C'est important que ça vienne du groupe. Ça, ce sont les espaces de parole régulés qui se basent sur des méthodologies particulières. Mais on s'est rendu compte que les jeunes avaient souffert très, très fort pendant cette période d'un déficit de concertation. Ils ne sont pas été concertés, non pas dans les règles sanitaires qu'on devait mettre en place, mais dans la manière dont on pouvait les respecter tout en se rendant la vie tout à fait appréciable. C'est là que j'ai effectivement mis en place ces espaces de parole, de dialogue concerté qui vont protéger les opinions de chacun. Mais ça suppose des méthodologies particulières. Ça suppose que la démocratie, on l'agisse dans l'école. Par exemple, par la constitution de délégués de classe. Alors là aussi, on a vu des méthodologies qui permettaient de manière très ambiguë de définir le champ politique tel qu'il se constitue dans nos démocraties, c'est-à-dire le pouvoir non pas au plus compétent, mais le pouvoir au plus populaire. Et on a vu ces délégués de classe choisis par des élections, avec tout ce que ça suppose comme dégâts considérables. Ça, on avait pu le mesurer déjà dans une recherche antérieurement, pour ceux qui ne sont pas élus, qui sont très bien que s'ils n'ont pas été élus, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment populaires, c'est parce qu'ils sont moins appréciés que celui qui a été élu, qu'il est sur une base qui est celle que parfois on voit se reproduire pour le pire dans le monde adulte, celui qui est le plus sympa, celui qui fait le plus de promesses, celui qui manipule le mieux l'affectivité du groupe, a des chances d'être élu. La vraie démocratie, c'est celle qui se réalise par tirage au sort. On pourrait imaginer d'ailleurs, par exemple, eh bien, que dans nos démocraties, on tire au sort parmi les enseignants le prochain ministre de l'Éducation. Ce sera au moins quelqu'un qui connaîtra l'enseignement. Et on tire au sort, et puis on lui donne des outils pour pouvoir activer la démocratie. La démocratie, c'est pas j'ai lu quelqu'un, je l'ai élu et alors il a pris le pouvoir. Non, on ne prend pas le pouvoir. On a un pouvoir de représentation dans la démocratie qui est un pouvoir de représentation de la parole du peuple. Et donc, c'est important qu'il y ait des techniques qui permettent d'organiser cette concertation. On l'a fait grandeur nature dans toute une ville, par exemple, à Péroué, on a travaillé sur toute la commune pour que toutes les écoles soient concertées dans la mise en place de la manière de vivre les règles sanitaires. Donc, faire des propositions par les élèves eux-mêmes, à la fois en fondamental et dans le secondaire. Et le bourgmestre s'était engagé en disant, voilà, je vais recueillir des opinions. Quand on recueille une opinion, ce n'est pas la même chose que quand on vous demande votre avis. L'avis, c'est une pensée qui va me permettre d'éclairer un phénomène, et le chapeau de Bono, par exemple, sont des très belles techniques pour vous permettre chacun de donner votre avis en le rangeant dans un chapeau qui correspond à l'endroit où vous voulez le mettre. Si c'est une pensée, un avis sombre, vous mettez un chapeau noir. Si c'est une pensée claire, c'est un chapeau rose. Si c'est une pensée originale, chapeau jaune, et vous avez comme ça différents chapeaux. Et je vais considérer que plus j'ai des avis différents, plus j'aurai une vue complète du phénomène. Mais mon avis, votre avis, pardon,
je peux très bien m'asseoir dessus. Je ne me suis absolument pas engagé en consultant un groupe pour avoir des avis, à tenir compte de ce qui est dit. Par contre, si je sollicite votre opinion, là, je vous engage dans un mécanisme qu'on appelle la concertation. Et cette concertation, elle suppose de ma part que je m'engage à vous dire à chacun d'entre vous jusqu'où son opinion va aller dans le processus de prise de décision. C'est ça l'engagement du politique. Et pour ça, il faut que le délégué de classe comprenne que toutes les opinions sont dignes d'être remontées au niveau politique, pas seulement les opinions majoritaires. J'ai vu beaucoup d'écoles dans lesquelles on croit qu'on fait la démocratie parce qu'on fait élire un délégué de classe et qu'on donne la pleine puissance aux opinions majoritaires. C'est malheureusement pas ça. Comme ça qu'on va apprendre à activer des mécanismes démocratiques. Camus l'a dit bien mieux que moi. La démocratie, ce n'est pas le pouvoir donné aux majorités, c'est la protection des minorités. Ça veut dire que les opinions minoritaires, je vais aussi les remonter, y compris d'autres types d'opinions qui sont les opinions partagées. Si vous êtes deux à manifester une opinion, et que vous n'arrivez pas à atteindre même une minorité, mais que vous êtes deux, ben ces opinions partagées, elles vont devoir remonter jusqu'au processus de prise de décision. Et même si vous êtes tout seul à partager une opinion avec vous-même, c'est ce qu'on appelle une opinion singulière, il faut aussi s'engager à la remonter, parce que ben, si on n'avait pas tenu compte des opinions singulières, on aurait encore tous l'impression actuellement que la Terre est plate. Et donc, il faut tenir compte de toutes les opinions, puis exprimer, non pas faire de chaque opinion une opinion toute puissante, mais exprimer pourquoi cette opinion n'a peut-être pas abouti à une action pleine, c'est-à-dire en quoi elle a influencé la prise d'action, mais d'une manière qui n'était que partielle. Et on s'engage à le répercuter. Quand on a mis ça en place sur Pérouet, honnêtement, ce sont les rencontres les plus intéressantes que j'ai eues, et tout ce que j'ai pu essayer d'innover en matière de mise en place. Je prends un exemple parmi plein d'autres. Dans les écoles dans lesquelles j'ai eu l'opportunité d'agir, on a mis en place des tournois de foot en pleine période pandémique, c'est-à-dire la période dite rouge, et sans terriblement rouge, dans lequel on disait attention, il n'est pas question de faire du sport autrement que comme l'a suggéré, possiblement, il faut bien le dire, le ministre de la Santé, c'est-à-dire il faut que les jeunes fassent de l'exercice et prennent l'air. Il était en train de prescrire à une jeunesse en situation d'engourdissement psychique la gymnastique suédoise. Ce n'est pas de ça dont les étudiants, les élèves avaient besoin. Ce qu'ils voulaient, c'était des matchs de foot, des vrais matchs de foot qui sont pour un adolescent une épopée à laquelle il peut participer avec l'espoir d'en devenir le héros. C'est pour ça qu'on est tous, notamment les garçons, mais les filles avaient peut-être parfois une tendance à avoir d'autres types d'activités dans lesquelles c'était les mêmes mécanismes qui s'activaient, une épopée collective dans laquelle je suis susceptible d'être le héros. Pour sortir de l'engourdissement psychique, c'était évidemment ce qu'il fallait faire. On a mis en place ces tournois de foot en respectant les règles sanitaires. C'était du foot à passe. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de dribbler, il fallait se faire des passes et tirer au but. Mais on a eu des vrais matchs qui se sont mis en place, des tournois qui ont été réalisés, et aucun adulte n'y avait pensé, c'est venu de ces concertations. Par exemple, ce que j'entendais aussi à l'époque, on était en fin d'année, on a remis les fêtes de fin d'année, ce qu'on appelle en Belgique avec ce magnifique néologisme des fancifères. On n'en a pas fait cette année à cause du Covid. Parce qu'il y avait le Covid, précisément, il fallait le faire. Les élèves étaient en déficit d'événements. Il fallait absolument créer des événements. Lorsqu'on a mis en scène ces fêtes de fin d'année avec les élèves, en tenant compte de ce qu'eux nous proposaient pour respecter les règles sanitaires, ils ont dit on va faire le spectacle, mais on va le faire de façon virtuelle. Je vous assure que les familles ont été soulagées, parce que si, comme moi, vous devez aller à l'école de vos enfants tous les ans pour regarder les enfants des autres danser, ce qui ne vous intéresse pas beaucoup. Ce qui vous intéresse, c'est vos enfants à vous. Et donc là, vous aviez, chaque famille recevait le film du spectacle dans lequel son enfant était impliqué. Ça a créé une satisfaction énorme et ça a créé des événements dans les écoles. D'autres écoles l'ont fait en se répartissant aux quatre coins du village. Tout ça est venu des élèves eux-mêmes, de la concertation, c'est-à-dire l'idée que vos opinions, on va non seulement les solliciter, et c'est pour ça que je me suis beaucoup battu pour qu'on évite de parler de santé mentale quand on parlait des jeunes, parce que quand on parle de santé mentale, alors que l'adolescent, par exemple, qui vivait cet engourdissement psychique et qui le vivait mal, n'était pas quelqu'un qui était en déficit de santé mentale, c'est la société qui l'entourait qui était malade.
toute société doit donner aux adolescents des événements qui lui permettent de construire son identité. Les adultes peuvent davantage s'en passer parce que leur identité est mieux construite. Et donc, le déficit d'événements, son inadaptation sous forme d'engourdissement psychique n'était pas un indice de santé mentale détériorée. Et quand on a parlé de santé mentale, on s'est très vite dit, puisque les jeunes ont des problèmes de santé mentale, ce ne sont plus donc des partenaires de concertation. On va les envoyer chez des psys. Et on a envoyé des tas de jeunes chez des psys alors qu'ils avaient un symptôme d'inadaptation à une situation à laquelle il n'était pas du tout envisageable de s'adapter. C'est pour ça que ce mot santé mentale était dangereux, qu'on parle d'engourdissement psychique. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, je le dis souvent sous forme de boutade, mais un but de Lukaku a fait beaucoup plus que beaucoup de consultations psychologiques. C'est-à-dire ça a permis de sortir de l'engourdissement parce que, et on a vu que ces jeunes sont sortis facilement de l'engourdissement parce que la société se remettait en mouvement. Maintenant qu'on a des prémices de retour à une forme d'engourdissement, il faut être terriblement attentif à ce qu'on ait appris de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que ces principes démocratiques, qui ne sont pas de dire vous allez vous décider des règles sanitaires dans tous les espaces dans lesquels nous vivons, mais nous allons décider de la manière dont nous allons vivre en respectant ces règles sanitaires. Ça, la concertation est impérative. Et les jeunes qui ont participé à ces concertations, qui ont participé à ce système d'élection aléatoire du délégué de classe, lorsqu'on les a interrogés sur ce qu'était la démocratie, ont mieux adhéré à ce qu'était une démocratie. Vous savez, une démocratie, c'est un espace dans lequel on apprend, ce n'est pas un espace qui est sans règles, c'est un espace dans lequel des règles sont mises, mais on apprend à obéir à ces règles, pas aux personnes qui ont édicté les règles. C'est toute la différence entre l'idée d'envoyer son enfant en disant « obéis à monsieur et madame », ou obéir aux règles qu'on va t'imposer dans le territoire scolaire. Si vous apprenez à obéir à des règles, eh bien, vous ne serez pas tenté, comme on le voit malheureusement dans notre société actuelle, et notamment auprès de la jeunesse, hein, c'est ce chiffre qui me fait terriblement peur, qui indique une vraie défiance vis-à-vis de la démocratie. Ça, on peut le comprendre, la démocratie n'a pas fait ses preuves actuellement dans le schéma qui est proposé aux jeunes, mais ce qui est encore beaucoup plus dangereux, c'est le nombre de personnes qui revendiquent un pouvoir fort, parce qu'ils ont appris à obéir à des gens et pas à obéir à des règles fixées par une collectivité pour se rendre la vie vivable. Une démocratie, c'est ça, et ça s'apprend dès l'école maternelle, je dirais même parfois dès la crèche, quand on fixe des règles claires, qui sont des règles qui, elles, ne sont pas nécessairement négociables. On peut imaginer que des règles, eh bien, je vais devoir les respecter. On le fait tous quand on respecte le code de la route. Le code de la route, ce sont des règles qui nous permettent d'assurer notre sécurité et d'assurer la sécurité des autres. Mais pour qu'il y ait une règle, il faut qu'il y ait quelque chose d'incontestable, c'est-à-dire que ça doit pouvoir être dessiné. C'est pour ça que ça ne résiste pas à l'épreuve du symbole. Si vous ne savez pas dessiner une règle, c'est que ce n'est pas une règle. C'est pour ça que les panneaux routiers, si vous les retirez, vous allez très très vite déréguler la circulation routière. Et on peut imaginer des punitions, pas qui portent sur ce que je suis, mais sur ce que je fais quand je ne tiens pas compte de ces différentes règles. Là, quand vous avez l'ensemble, tous les enfants sont capables de comprendre ce qu'est l'espace dans lequel on va circuler en tenant compte des autres et en étant nous-mêmes sécurisés, en obéissant à ces règles, en obéissant aussi à des lois. Il n'appartient pas à des écoles de stimuler une infraction par rapport à la loi. Et je prends l'exemple, par exemple, des espaces de dialogue concerté. Il y a une loi dans notre pays qui interdit les propos discriminatoires, les discriminations de genre, de race et les propos qui sont racistes. Eh bien, il est évident que n'importe quelle opinion qui contredit cette exigence en termes de loi, elle n'est pas recevable. C'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants. Toutes les opinions ne sont pas acceptables dans nos sociétés parce qu'il y a des lois et qu'une loi, c'est un outil qu'on met en place pour protéger des valeurs. Et donc, l'école doit être une courroie de transmission de ces lois. Un espace dans lequel il y a des règles, une courroie de transmission dans laquelle il y a des lois qui sont émises parce qu'il faut faire société. À partir de là, vous pouvez mettre en place votre idéal démocratique sans la moindre réserve, en faisant la part des choses entre ce qui vient d'une émotion, ce qui produit dans une société d'autres réactions que ce que produit une opinion. Une opinion, c'est quelque chose qui va se discuter. Il faut donc des espaces dans lesquels les opinions peuvent être générées et peuvent être discutées, et d'autres espaces dans lesquels les émotions peuvent être exprimées, mais elles, en étant protégées pour ne jamais être discutées.
Un exemple pour terminer, si je vous dis que je suis en colère ou que je suis triste parce qu'on se moque de moi, il n'y a aucune loi qui interdise la moquerie et il n'y a aucune règle qui vont permettre de la gérer. Et si vous me dites, mais non, c'est pas de la moquerie, c'est de l'humour. On ne rit pas de toi, on rit avec toi. Vous allez me faire une énorme violence parce que vous allez contester mon émotion en envoyant sur le terrain des espaces de dialogue concerté, alors que c'est clairement un espace de parole régulé qui doit être mis en place. Ce n'est pas l'émetteur qui définit si on est dans l'humour ou la moquerie, c'est le récepteur qui détermine la mesure dans laquelle il a été blessé. C'est pour ça que c'est important que les enseignants disposent de méthodologie, et je dirais les enseignants, mais par extension, tout membre de la communauté éducative, en ce compris les élèves, lorsqu'ils organisent des concertations ou lorsqu'ils veulent vérifier quel est l'état émotionnel des personnes qui forment les groupes dans lesquels ils sont actifs. C'est important qu'il y ait des méthodologies différentes. C'est de ces différentes méthodologies dont j'essaye de faire état dans le bouquin qui s'appelle Pratiquer la démocratie à l'école, qui est sans doute le bouquin que j'ai écrit avec le sentiment d'urgence le plus aiguisé, parce que, bah oui, effectivement, moi j'entends beaucoup enseigner la démocratie, je le vois très très peu pratiquer au sein des écoles. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Merci Bruno. Moi j'ai trouvé ça, malgré le timing très court, j'aimerais en entendre limite beaucoup plus, mais merci, c'était déjà extrêmement riche, y compris pour la référence, à ton livre. Donc il nous reste 4 minutes avant midi. Donc est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à les poser. Oui. Moi, j'ai une question, si je Allez-y. peux. Ce sont donc, donc que ce soit les espaces de parole régulés ou de dialogue concerté, ça se pratique avec combien de personnes dans l'idéal? Parce qu'une classe, c'est beaucoup d'enfants souvent. Est-ce que c'est à l'échelle d'une classe, d'une école? Comment ça se passe? Alors, ce sont des techniques. Des techniques, ça suppose effectivement eh bien, qu'on ait des fiches techniques. Hein. Le bouquin, c'est ne le lisez pas, prenez juste les fiches techniques. Les enseignants n'aiment pas lire pour beaucoup d'entre eux, et je pense qu'il faut accepter cette idée-là. On n'est pas tous obligés de se taper un bouquin de 300 pages pour techniquement mettre en œuvre, par exemple, des espaces de parole régulés pour lesquels vous pouvez le faire à 4, vous pouvez le faire à 20, à 25. Évidemment, il y a un moment où le groupe devient trop important, mais groupe de parole régulé, un espace de parole régulé à 25, c'est tout à fait envisageable dans la mesure où vous allez donner la parole à ceux qui ont des émotions problématiques. Ceux qui sont contents, grand bien leur face. Hein. C'est juste ceux qui sont tristes, ceux qui sont en colère. On explique dans ces fiches outils comment on met en place. Il faut que les gens soient en cercle, obligatoirement, pour pouvoir s'observer de visage à visage, parce que c'est le visage qui va provoquer la contagion émotionnelle. Si vous êtes 4, vous aurez de la contagion émotionnelle. À partir du moment où vous êtes un groupe, même à 3, ça commence déjà à 3, et à 25, vous allez produire de la contagion émotionnelle dans un groupe important, mais elle va se produire aussi. Donc, il n'y a pas de nombre idéal. Il y a un nombre au-delà duquel ça devient difficile à gérer parce que c'est trop nombreux et que le cercle ne représente plus grand-chose. Et pour les espaces de dialogue concerté, là, la configuration optimale, c'est les sièges en U. Vous êtes au centre et vous recueillez les opinions de chacun. C'est pour ça que les classes qui sont encore réalisées en banc autobus, c'est une pédagogie du 19e siècle qui est activée généralement par des adultes du XXe siècle pour des élèves du XXIe siècle. Ça n'a strictement aucun sens. Il faut stopper avec ces bancs autobus. C'était à l'époque où on prêchait. Il faut mettre les bancs en situation soit d'îlot pour se concerter entre soi, soit en U, c'est ce qu'on appelle les classes flexibles, qui vont utiliser l'ensemble des dispositifs. Et là, le nombre aussi, à Pérué par exemple, on l'a fait avec la totalité des élèves de la ville. Simplement, on travaille avec des délégués qui vont aller chercher les opinions de chacun. Et le bourgmestre a vu l'ensemble de ces délégués dans une réunion qui est franchement, sans doute, j'en ai beaucoup pendant cette période-là, qui a été la plus enrichissante. Et chaque délégué a ramené toutes ces différentes opinions qui ont été ramassées pour passer au collège, pour vérifier lesquelles peuvent être activées, lesquelles peuvent être activées partiellement et lesquelles ne peuvent pas être activées. Mais même celle-là, on va l'expliquer pourquoi on n'a pas pu activer telle ou telle opinion. Mais on a recueilli l'opinion de la totalité des élèves d'une commune. Et je pense que c'est comme ça qu'une démocratie participative, par délégation évidemment, doit fonctionner. C'est-à-dire pas donner le pouvoir à quelqu'un qui l'aurait obtenu en obtenant des votes de préférence, ça c'est catastrophique, mais
je trouve ça étonnant comme les écoles reproduisent servilement le modèle qui, dans le monde et dans la société publique, pose problème. On a voté pour des gens, ils se sont arrangés pour se partager le pouvoir, pas nécessairement en tenant compte de la répartition effective des votes. Il aurait été beaucoup plus équitable, je pense, de tirer au sort ces personnes pour qu'elles aillent rechercher les opinions de chacun, que ces opinions reviennent et qu'on vérifie comment techniquement on peut les remettre en mouvement. La seule vraie démocratie est aléatoire. Si on prend le système grec, ce n'était pas une démocratie, c'était une démocratie aristocratique, essentiellement. Et si vous étiez grec, vous êtes des femmes, on n'aurait absolument pas tenu compte de votre opinion. Alors il faut arrêter de nous servir ce modèle comme étant le modèle qui permet de comprendre comment sont les démocraties. Une démocratie, c'est effectivement, c'est pas le pouvoir du peuple, parce que là, ce qu'on a alors comme mouvement de balancier, c'est puisque la démocratie ne nous plaît pas, on va demander le pouvoir. Et vous savez, les gilets jaunes, des tas de mécanismes qui sont des mécanismes difficiles à comprendre de l'extérieur, parce que ça donne l'impression qu'on est dans la démogarchie, c'est-à-dire, et donc dans l'anarchie, et donc vous avez des retours de balancier qui se manifestent systématiquement. Si la démocratie, c'est la capacité d'aller chercher la parole de chacun, d'en faire une parole collective, parce qu'on tient compte de toutes les façons, des manières dont les opinions se mettent en place, et quand on prend une option différente, regardez comme le clivage qu'on a, les vaccins, les anti-vaccins, les ceci, les cela, qui font une société mais dont les débats sont d'une pauvreté infinie, clivante, stupide, et dans lequel les opinions nuancées n'ont absolument plus leur place. Or, si vous faites des débats d'opinion à propos, par exemple, des vaccins, il faudra donner effectivement une parole en termes d'opinion informée, mais pas opinion autoritaire, à ceux qui connaissent le fonctionnement des vaccins, de façon à moduler les opinions nuancées de chacun. Mais si chacun a l'impression que son opinion, on en a tenu compte, pas que son opinion est impérieuse, mon opinion ne vaut pas plus que la vôtre dans une démocratie. Elle est juste différente. Et les personnes qui ont le pouvoir doivent s'engager, tant par rapport à moi que par rapport à vous, de vous exprimer les raisons pour lesquelles votre opinion n'est pas toute puissante. Et on ne peut pas tenir compte uniquement de votre opinion. Si je suis un anti-vaccin et que je dis il faut arrêter avec ces vaccins, eh bien, je vais effectivement avoir une opinion que je vais présenter comme impérieuse. Évidemment, ce côté impérieux doit être tout de suite invalidé. Aucune opinion dans une démocratie n'est impérieuse. Mais elles doivent toutes être remontées dans un organe de prise de décision qui s'engage à rapporter jusqu'où est-ce qu'il est en mesure de prendre la décision. Vous savez, on a eu dans ces espaces de dialogue concerté, on a eu des opinions d'élèves qui étaient merveilleusement farfelues. Mais on ne leur a pas dit c'est farfelu, on n'en tient pas compte, on leur a expliqué pourquoi ce n'était pas possible de faire ce qu'ils le proposaient, et les élèves se sont sentis considérés. Il faut bien comprendre ça. Je vais terminer par là, mais vous êtes une société de jeunes qui font une leçon énorme aux générations antérieures, notamment la mienne. On m'a beaucoup demandé de parler à la place des jeunes, j'ai dû expliquer, ça sautait pourtant aux yeux, que je n'en ai peut-être pas un à certains jours. Et donc, évidemment que je ne peux pas parler au nom des jeunes. Moi, je fais partie d'une génération épouvantable qu'on appelle la BOF Generation. Cette génération qui se foutait absolument de tout, qui ne s'engageait pour rien, qui regardait le Live Aid en se disant la fin dans le monde, je m'en fous, mais est-ce que les Rolling Stones vont jouer avec les Beatles? Est-ce que U2 va jouer avec Simple Minds? C'est tout ce qui nous intéressait. Cette génération-là voit une nouvelle génération s'engager activement, puis la confine au moment où elle s'engage, et puis se rend compte qu'il y a un mécanisme tout à fait particulier. Ce n'est pas comme la génération de mai 68. Nous, on était entre ces deux générations. Une génération qui s'engageait spontanément, une autre qui s'est désengagée de tout, la mienne, et votre génération s'engage à une condition, c'est que vous ayez eu le sentiment d'avoir été considéré au préalable individuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement collectif, c'est un mouvement qui fait collectif une fois que chacun s'est senti considéré individuellement pour ce qu'il est, pour ce qu'il pense et pour ce qu'il représente. Et donc, la concertation est un préalable indispensable à l'engagement. C'est pour ça que parfois, quand j'entends les difficultés qu'il y a à les mettre en place, je me dis, mais c'est malheureux parce que ce sont uniquement en intention, je suis sûr que l'intention démocratique existe, mais techniquement,
on fait parfois des petites fausses routes. Par exemple, tous ces enseignants qui ont fait des délégués de classe sur base de vote, de préférence, eh ben, ils ne se rendent pas compte qu'ils font une faute technique. Les délégués de classe qui vont chercher les opinions majoritaires et qui surévaluent l'importance de la majorité font aussi une faute technique. Si on ne les guide pas par rapport à ces différentes fautes, on va se retrouver avec une intention démocratique forte, mais une réalisation de la démocratie faible. Et quand les intentions sont déjouées par les résultats qu'on obtient, c'est évidemment catastrophique sur le maintien de l'engagement et de la motivation. Voilà. Merci Bruno. Donc là, il est 12h05. Oui, Ada, voilà, ben voilà. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Peut-être qu'on peut proposer, si vous avez des questions, de nous les envoyer et je les relayerai directement à Bruno. Comme ça, la conversation n'est pas totalement close. Voilà. Et le coaching vous appartient, donc vous en faites vraiment ce que vous voulez. Hein, si vous voulez. Génial. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si c'est possible de retrouver cette expérience de Péroué quelque part, mais je serais très heureuse d'avoir le lien. Pas de problème. Et de voir. Génial. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation et bon après-midi à tout le monde. Également. Au revoir.